Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du webinaire du CPA sur les sujets data, donc quels enjeux pour la data en 2021. Et nous allons donc traiter du sujet performance de la data. On va embrayer directement, je vais vous présenter donc nos intervenants. J'ai la chance, je suis Emmanuel Brunet, secrétaire général du CPA, et donc j'ai la chance d'animer cette troisième session et d'avoir pour invité David Netzela de WeSNCF, Christophe Bosquet d'Efinity et Stanislas Di Vittorio de Wizali. Alors messieurs, je vais vous laisser vous présenter rapidement chacun d'entre vous avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Allez David. Bonjour à tous. Donc David Netzela, je suis marketing d'e-voyageurs, des activités clients digitales et SNCF, site e-commerce, vend des billets de train, j'imagine que vous connaissez. Bonjour à tous. Christophe Bosquet, donc je suis le cofondateur et directeur associé d'Efinity, qui est une agence d'acquisition digitale depuis 20 ans. On a fêté nos 20 ans au mois de septembre. Donc, on accompagne nos partenaires sur les différents leviers d'acquisition qui passent de l'affiliation, du social ads, au search, à l'influence, le native ads et tous les leviers qui peuvent être activés, que ce soit pour le digital pur ou aussi le drive to store. Bonjour à tous, je suis Stanislas Di Vittorio, je suis le fondateur de Wizali. Donc, Wizali, c'est une plateforme SaaS d'attribution algorithmique cross-channel et on est présent en France et aux États-Unis. Merci messieurs pour cette petite présentation rapide. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, au sommaire, on va dire qu'on va rapidement revenir sur les évolutions technologiques, pression sur les cookies tiers, embrayer sur le sujet du jour qui est en quoi ces évolutions impactent-elles la mesure des performances. On va faire un petit crochet par les sujets réglementaires qui sont de plus en plus présents et de plus en plus impactants pour la mesure de la perf. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail de ce qu'on peut imaginer comme best practice, vous donner des exemples, et ensuite on aura le plaisir, s'il y en a, et on l'espère, de répondre à vos questions. En deux mots, je vais faire l'intro chapeau avant qu'on rentre dans le débat. D'une part, on a une pression de plus en plus forte sur les cookies tiers qui, historiquement, permettait de faire de la mesure de la performance, en parallèle l'utilisation également de cookies first party. Donc on a d'une part les annonces de Google, les navigateurs qui bloquent de plus en plus l'accès aux cookies tiers, ce qui est on va dire le tracker historiquement prioritaire. On a la pression réglementaire, puisqu'on va avoir de plus en plus besoin d'un consentement du consommateur pour pouvoir mesurer la performance qu'il concerne, même si philosophiquement, on peut considérer qu'on n'est pas directement en train d'exploiter de la data du consommateur, parce que ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de comprendre la performance des leviers marketing et pas de retargeter ou de réutiliser la donnée concernant le consommateur. Et puis après, on a une pression aussi comportementale des consommateurs qui utilisent de plus en plus d'adblock. Donc après, on va avoir le combat adblock contre cookie wall, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a de l'ordre, voire certainement un petit peu plus, de 30% des utilisateurs en France qui ont recours à des adblocks qui, dans la majeure partie des cas, vont bloquer à la fois les solutions de diffusion publicitaire, mais aussi les solutions de mesure de performance. Donc voilà pour le contexte, ce qui signifie qu'on a une pression qui est de plus en plus forte sur une partie des technologies de mesure de perf. Et la question, c'est de savoir comment on peut réagir et optimiser les performances en ayant un accès à la data qui peut être de plus en plus parcellaire si on ne prend pas les bonnes décisions. Du coup, si on rentre plus dans le détail que je ne l'ai fait à l'instant, Christophe, si tu peux revenir sur les évolutions concrètes au niveau des technos et l'impact que ça a pu avoir sur les mesures, on va dire sur les 3-4 dernières années, qu'on ait une big picture avant de rentrer dans le débat. Ouais. Alors là, on vous a mis quelques dates clés sur la capture. Alors vous pourrez voir, parce que c'est pas forcément très lisible, mais c'est pas forcément très grave, parce que vous pourrez voir le détail dans un livre blanc qui est accessible dès aujourd'hui par le CPA sur justement le monde de demain sans cookies.
Donc, c'est des éléments, vous pourrez voir le détail dans ce livre blanc. On voit que les dates clés, en fait, ça commence, ce qu'on parle depuis un an, plus particulièrement un an et demi de la fin des cookies tiers. En réalité, c'est une démarche qui a commencé en 2017 par Apple, qui avait mis en place un système qu'on appelle l'ITP. Donc, ce fonctionnement en 2017 déjà avait pour conséquence de limiter les cookies tiers à une durée de 24 heures et laisser les cookies first comme le fonctionnement classique. Donc, c'était la première étape d'attaque du sujet des cookies tiers par Apple. En juin 2018, ils sont passés à une offensive supérieure en bloquant les cookies tiers et en limitant les cookies first sur la durée, avec on va dire une évolution totale qui s'est fait en fin 2019, où là clairement ils ont totalement bloqué même certains qui pouvaient encore passer les cookies tiers et limité à 24 heures les cookies first. Donc Apple a été les premiers à ouvrir le bal sur cette bataille contre la collecte de données partagée entre sites, entre applications. Je vais revenir après sur l'explication de c'est quoi un cookie tiers versus un cookie first. Mais en tout cas, Apple a été les premiers en 2017, 2018, en 2019 ont été les premiers à bloquer cet usage. On a vu Firefox qui est venu rejoindre cette bataille en septembre 2019 avec un système qui s'appelle l'ETP. L'ETP est un système de blacklist de noms de domaine pour l'usage des cookies tiers, donc avec une liste qu'on appelle la disconnect list. Et donc tout domaine qui est présent dans cette disconnect list ne peut pas poser de cookies tiers sur Firefox. Et en décembre 2019, Microsoft, avec leur navigateur Edge, est venu rejoindre le même mouvement que Firefox. Ils s'appuient sur la même liste, donc la disconnect list. Et donc, depuis décembre 2019, sur Edge, de la même manière, si vous êtes avec un nom de domaine qui est dans cette disconnect list, vous ne pouvez pas poser et lire de cookies tiers. Et derrière, en mars 2020, et là on en entend de plus en plus parler parce qu'il y a encore eu des annonces hier qui ont été faites par Google. Donc Google Chrome a annoncé en mars 2020 qu'à horizon 2 ans, ils allaient bloquer les cookies tiers. Ils ont encore confirmé le sujet hier en annonçant que c'est pour mars 2022. Et donc, du coup, les cookies tiers seront totalement, vont disparaître de l'écosystème des navigateurs. D'autres navigateurs qui sont moins utilisés, comme Tor, DuckDuckGo, bloquent déjà les cookies tiers. Donc, c'est une manœuvre qu'on retrouve un peu globalement. Donc, si on prend, si on prend la slide la slide d'après pour la partie cookies first et cookie tiers, pour que tout le monde comprenne bien la différence entre les deux. Un cookie first est un cookie qui est déposé avec le même domaine que sur le site sur lequel vous êtes en train de naviguer. C'est-à-dire que le cookie va être lu, écrit avec exactement le même domaine et ne pourra donc du coup, avec les fonctionnements des navigateurs actuels, ne pourra être accessible que si vous êtes sur le site web de ce domaine. Un cookie tiers est un cookie qui va être posé avec un domaine externe. C'est-à-dire que si vous allez sur un autre site et qu'un script appelle ce domaine externe, il pourra également accéder aux données qui sont dans le cookie. Donc le fonctionnement, c'est soit on est en vase clos, c'est le cookie first, soit on est en vase communicant, c'est le cookie tiers. Et donc la fin des cookies tiers ne veut pas dire la fin des cookies tout court, ça veut juste dire que c'est la fin des cookies communicants permettant de communiquer des données. Donc, c'est un véhicule de partage de données entre sites web et entre applications. Et donc, ce véhicule disparaît pour faire qu'on ne puisse exploiter les données que dans un cadre fermé. Alors, techniquement, le fait de passer du cookie tiers au cookie first, qu'est-ce que ça implique, typiquement pour un annonceur qui veut mesurer ses performances? Alors, si on parle de la mesure de performance, aujourd'hui, il est possible de modifier son fonctionnement de cookie first de cookie tiers à cookie first. Donc, c'est des paramétrages qui peuvent se faire, par exemple, c'est une méthode qui est le plus utilisée parce que c'est une méthode la plus simple à mettre en place. C'est ce qu'on appelle des délégations de sous-domaine CNAME. Donc, c'est de faire une délégation de sous-domaine pour faire que le serveur distant qui est fait pour faire de la mesure de la performance, vous allez lui donner le droit d'autoriser votre nom de domaine, donc par le biais d'un sous-domaine, ce qui voudra dire qu'il pourra poser un cookie pour faire de la mesure de performance sur votre site et lire ce cookie directement. Par contre,
ça sera quelque chose qui sera vraiment spécifique et fermé à la mesure de la performance sur votre site. Ça sera pas fait pour être partagé avec une navigation sur d'autres sites. Donc, c'est un paramétrage technique à faire qui est vraiment très simple sur votre gestionnaire de nom de domaine. Ça prend, entre 30 secondes et 1 minute 30 pour le faire. Donc, c'est vraiment très simple. Et après, derrière, c'est à votre prestataire technologique de mesure de la performance de pouvoir réceptionner ce nom de domaine et de pouvoir faire la mesure. Alors justement, David, quels impacts ces évolutions technologiques peuvent avoir sur un annonceur? Il y a des impacts en fait à deux niveaux. Il y a des impacts sur la partie activation de la donnée, et des impacts sur la lecture et la performance. Si on regarde sur la partie activation, effectivement, le fait de ne plus pouvoir exploiter de cookies tiers met à mal un certain nombre de typologies de campagnes. Si on reprend l'exemple de Christophe tout à l'heure en 2017, quand ITP est arrivé, ça a mis mal notamment toutes les campagnes de retargeting qu'on pouvait opérer sur Safari. Mécaniquement, les acteurs de retargeting ne pouvaient plus déposer de cookies tiers sur Safari, et donc on n'arrivait pas à retargeter correctement les utilisateurs sur Safari. Ça a été une première problématique qui n'a fait que s'accentuer au fil de l'eau, même si des solutions de contournement ont été trouvées, en tout cas explorées. Ça pose aussi le problème du cookie matching entre la DSP et la DMP, où effectivement, quand on veut activer des campagnes sur du display ou de la vidéo en utilisant sa donnée, on a du mal à matcher les cookies. Et donc, on se retrouve avec des taux de matching qui sont très, très bas et qui, du coup, ne permettent pas d'aller cibler l'audience qu'on avait prévue initialement. Par contre, la bonne nouvelle, ce que disait Christophe, c'est que d'un point de vue performance, comme globalement, pour les outils de mesure ou les solutions d'attribution, elles ont des solutions de contournement pour travailler sur une logique de cookie first. Globalement, dans la lecture de la performance des campagnes sur les outils internes, on arrive maintenant toujours à peu près bien lire la performance, tant bien qu'on arrive si on arrive toujours à collecter la donnée, ça, on parlera un petit peu plus tard des évolutions sur cette partie collecte de la donnée qui rajoute un niveau de pratique supplémentaire pour les annonceurs, mais aujourd'hui, en tout cas, dans la lecture de la performance, on arrive à s'y retrouver et à lire à peu près correctement la performance des différents leviers. On est bien d'accord qu'on arrive à mesurer la performance à partir du moment où on utilise une solution qui a déjà basculé sur une première partie ou qui nativement le faisait déjà depuis longtemps. Oui, tout à fait. Alors après, comme l'évoquait Christophe, notamment la délégation de sous-domaine ou des solutions comme ça, qui sont relativement simples, je pense, sont devenues un peu la norme maintenant pour tous les acteurs. Déjà parce que c'est simple à mettre en place, ça ne demande pas de compétences techniques, et puis deux, parce que ça permet de continuer à lire. Donc c'est quelque chose maintenant qui est assez commun, assez démocratisé. Ça fait maintenant quelques années que l'ensemble du marché bascule là-dessus. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'y arrive pas. C'est un prérequis. Alors, est-ce que on rentre dans un monde, alors de manière un peu abusive, on appelle ce monde cookie-less. En fait, c'est cookie tier-less, mais en marketing, c'est un peu long, donc c'est résumé en cookie-less. Mais c'est aussi le monde, on va dire, des walled gardens, quand même une logique où Google, Facebook, on va dire les GAFA au sens large, essayent de refermer leurs écosystèmes pour garder l'annonceur à l'intérieur. Stanislas, tu voulais nous dire deux mots sur ce sujet, qui est quand même un point assez clé pour les annonceurs qui sont des gros investisseurs sur Facebook et l'univers Google. Ouais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se dit, on a un petit peu le réflexe de se dire, oh mon Dieu, on va basculer dans un monde qui est radicalement différent avec le monde, avec la fin des cookies tiers. Mais la réalité, c'est que c'est un monde dans lequel on vit déjà de façon majoritaire, parce que l'univers des walled gardens, et j'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est, d'ores et déjà ne permettent pas effectivement de mettre des cookies dans leur univers. Alors, c'est quoi les walled gardens parmi ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas? Les walled gardens, c'est des univers où, en gros, ce que j'appellerais le support publicitaire n'autorise pas donc l'annonceur ou la régie à traquer les impressions en mettant notamment un cookie ou diverses formes de tracking. Donc, s'il y a un clic, évidemment, on peut traquer, mais tant qu'il n'y a qu'une impression, on ne peut pas traquer. Alors, le point qui est important, c'est que ces walled gardens, c'est quoi? Je dirais, c'est l'essentiel quand même des grands sites publicitaires du web. Donc, c'est les Facebook, c'est les Instagram, c'est les YouTube, c'est les LinkedIn, Twitter, etc. Donc, c'est quand même
En gros, c'est 80% de l'inventaire, hein, il faut être clair. Et donc, dans 80% de l'inventaire, d'ores et déjà, la question du cookie-less ne se pose même pas, parce que de toute façon, ces univers-là, ils n'autorisent pas les annonceurs, en gros, à traquer je dirais, la performance de leur publicité. Donc, bon, bah, s'il y a un clic, mais c'est une minorité probablement de l'influence de ces univers, l'annonceur ou sa régie peut effectivement traquer. Mais pour tout ce qui est effectivement l'impact de ces impressions, bah, d'une certaine façon, c'est des univers qui disent on va traquer pour vous, faites-nous confiance, on va traquer pour vous et on va vous donner la performance des investissements publicitaires que vous avez fait chez nous. Bon, ce qui pose un petit peu quand même le problème d'être un tout petit peu jugé parti, d'autant que quelque part on peut un petit peu s'interroger sur la qualité du tracking ou en tout cas de l'impact qui est mesuré par les jugés partis, donc que sont ces walled gardens, donc de nouveau les Facebook, les YouTube, qui ont tendance à considérer qu'à partir du moment où dans un chemin de conversion, il y avait une touche sur le walled garden, c'est le walled garden qui, bien évidemment, a généré la conversion. Donc, ça pose quand même une vraie problématique de transparence, c'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui, par rapport à 80% en gros de l'univers des impressions et effectivement les sites les plus importants d'Internet, sont confrontés en fait à une véritable opacité de la performance de leur campagne et doivent s'en remettre aux gens auprès desquels ils dépensent de l'argent pour leur dire, pour le mesurer la performance de ces campagnes, étant donné qu'ils n'ont que des informations statistiques, je dirais en amont. On sait quelle cible on a ciblé, avec quelle campagne, combien d'impressions. Et puis en aval, il faut s'en remettre effectivement au walled garden pour avoir une idée quelque part de l'influence de la campagne quand on essaie de mesurer les conversions qui en ont résulté immédiates à distance. Et donc, si on passe à la slide d'après, ça pose quand même une vraie question qui est de dire si j'ai envie d'avoir une vision objective, en gros, des campagnes que j'ai lancées sur Facebook, sur Facebook, il n'y a rien de particulier sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres, comment est-ce que effectivement je mesure cette performance, étant donné que je n'ai pas de visibilité. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de solutions possibles. Notamment, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent passer par l'intelligence artificielle avec des algorithmes de corrélation entre les campagnes qu'on mène et ce qu'on voit un petit peu comme résultat en aval. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui, le jour où il n'y aura plus du tout de cookies tiers, pourrait aussi s'appliquer à la mesure de l'impact des campagnes de bannières en dehors donc de ces walled gardens, puisque de nouveau, il n'y aura pas forcément de possibilité d'avoir des cookies tiers pour traquer. Et donc, ça peut être une solution possible, en tout cas, pour les gens qui voudront mesurer l'impact de leur campagne dans différents univers publicitaires, donc tiers, sans avoir la possibilité de traquer comme il le faisait précédemment par des cookies tiers, en utilisant un certain nombre de mécanismes liés typiquement à des corrélations et à l'intelligence artificielle. Et quelque part, on peut dire que ce sera d'une certaine façon la même problématique que de se dire, voilà, je fais une campagne de télé, il n'y a pas de moyen jusqu'à la télévision sur IP, il n'y a pour le moment pas véritablement de moyen de traquer de façon très précise et très granulaire, mais néanmoins, ça donne des moyens d'avoir une assez bonne idée, assez fine de l'impact des campagnes marketing, aussi granulaire qu'à l'époque des cookies, mais quand même une assez bonne capacité à mesurer l'impact des campagnes marketing dans lesquelles vous investissez. Oui, c'est un bon exemple. Je pense que le sujet que tu abordes, ça illustre bien le fait que les écosystèmes se referment. Et au-delà de la disparition des cookies tiers, il y a toute la logique typiquement Facebook en Europe n'a jamais accepté de toute façon de script externe pour mesurer les impressions. YouTube, on ne peut plus non plus remonter les impressions. Il y a une logique où, de toute façon, indépendamment des modalités techniques, les écosystèmes eux-mêmes ont tendance à conserver la data pour eux, ce qui nous fait une transition par rapport au sujet des identifiants fournis par les plateformes, typiquement les évolutions d'iOS qui vont avoir un impact notamment sur
sur la mesure mobile, hein, n'est-ce pas, David? Ouais, c'est la nouvelle donne, j'ai envie de dire, dans ces sujets de tracking. C'est qu'effectivement, on avait historiquement les wall gardens, comme l'a expliqué Stanislas, qui était assez réfractaire à partager la donnée. Et puis maintenant, si on remonte d'un cran, cet accès à la donnée, c'est un sujet qui commence à être présenté maintenant par les OS et Apple, qui avait déjà été précurseur sur les sujets du cookie tiers avec ITP en 2017. Donc premier à dégainer avec iOS 14.4 là, qui est en cours de release là, pour les possesseurs d'iPhone. C'est la prochaine mise à jour qui va arriver. Maintenant, vous avez post-mise à jour à iOS 14.4, au moment de lancement de l'application, vous avez une demande de confirmation de partage de votre IDFA à l'appli tiers. Donc là, on a ce petit message pour l'exemple. Concrètement, si vous refusez, alors le message n'est pas très, évidemment, jamais très clair, donc ça peut paraître un peu, ouais, exactement. Et du coup, si vous refusez de partager ça, complètement, il n'y a plus de clé de réconciliation entre l'annonceur et le support publicitaire, parce qu'historiquement, on se basait sur les DFA. Et donc, forcément, un gros impact sur la mesure de vos campagnes. À nouveau, donc on retombe dans la complexité du tracking, voilà. Et là, sur lequel on n'a pas encore de solution de contournement, il n'y a pas d'histoire de cookie tiers ou de cookie first. À partir du moment où l'IDFA n'est pas partagé, toutes les campagnes que vous pouvez faire, on va avoir du mal alors c'est un phénomène qui est encore assez nouveau, donc je pense que les solutions de contournement finiront peut-être par émerger, comme souvent. Mais dans l'état actuel de l'art, ça complexifie. Et aujourd'hui, c'est uniquement Apple. Est-ce que Android suivra? En tout cas, ça pose des vraies questions. Globalement, chez la majorité des e-commerçants, on est quand même sur un switch mobile qui est massif depuis de nombreuses années. Si je prends l'exemple de Oui SNCF, aujourd'hui, l'application, c'est quelque chose qui est très, très, très significatif. Donc, si on n'est plus capable de mesurer correctement les performances de nos leviers d'acquisition sur le VA de l'application, on va se retrouver dans un vrai niveau de complexité et ça va soulever d'autres questions. À noter évidemment que même si Apple fait la police pour les tiers, il ne se prive pas de collecter à l'insu de l'utilisateur un certain nombre d'informations dont on n'a pas forcément connaissance, parce que pour le coup, là, il n'y a pas de demande de consentement de la part d'Apple. Voilà, donc ça soulève un certain nombre de questions sur la privacy, sujet traité au plus haut niveau en Europe, je crois, par la Commission européenne. Ouais, c'est un vrai sujet de gouvernance. Pour ce sujet technique, donc on est bien d'accord que pour tous les internautes qui vont cliquer sur le Don't Allow dans l'exemple, tous ceux qui vont avoir cliqué sur le Don't Allow et qui font des conversions, si on reprend l'exemple, dans l'application qui achète du trafic, dans le cas présent Insta, toutes ces conversions, on n'aura aucun moyen de les rapprocher d'Instagram. Exactement. Donc on perd en fait la vision sur tous les consommateurs qui ont cliqué sur Don't Allow. Ce qui est quand même potentiellement extrêmement significatif, sachant qu'on ne sait pas encore quelle va être la part des consommateurs qui vont refuser de donner leur consentement. Vu comment la pop-up est exprimée, on peut avoir des mauvaises. Et puis je pense que avec tout ce qu'on a entendu récemment sur WhatsApp par exemple et l'exploitation des données dans WhatsApp, je pense qu'aujourd'hui le consommateur va être de plus en plus réticent, et en tout cas même s'il comprend pas, il le fera pas. Et donc il y a quand même de fortes chances qu'on ait une part significative des gens qui cliquent sur Don't Allow à l'ouverture, à la première ouverture d'Instagram post installation 14.4. Pareil pour Facebook, pareil pour YouTube, et donc on va se retrouver dans une vraie complexité sur la mesure. Sur la mesure, notamment mobile entre apps. Ouais, ce qui est important aussi, c'est que on va le voir juste après avec les changements réglementaires, mais que là c'est une fenêtre, parce que souvent on entend parler des fenêtres de recueil de consentement en ce moment, on va le voir juste après, mais c'est quelque chose qui vient en amont, c'est-à-dire que c'est pas la fenêtre de recueil de consentement que vous allez pour lequel un annonceur va pouvoir avoir le contrôle, c'est vraiment celle d'Apple, c'est-à-dire que quel que soit le choix qui est fait, qui pourrait être fait sur la fenêtre de recueil de consentement par l'internaute ou le mobinaute sur votre appli ou sur votre site web, c'est Apple qui en prend le contrôle avec cette fenêtre-là. Donc c'est vraiment une double fenêtre. Il y a celle-là et après il y a celle liée aux réglementations.
après, c'est ce que dit David, c'est que de Walled Garden Media, Google et Apple sont remontés sur des OS, donc maîtrise de terminal au-delà de maîtriser. Si on tire on tire un peu le trait, c'est comme si Microsoft, à travers Windows, décidait de contrôler la gestion des cookies, en fait. C'est exactement ça. Oui. Mais peut-être pas leur donner des idées, on ne sait jamais. Mais oui, exactement. Alors, au-delà des aspects techniques, avançons vers les sujets réglementaires. Donc, comme vous le savez, la CNIL a publié sa dernière version de recommandation sur ce qu'ils appellent les cookies et autres traceurs, après un certain nombre d'échanges divers et variés en passant par le Conseil d'État. Donc maintenant, on est fixé, on a une version finale. Donc, Stanislas, je te laisse revenir sur les points saillants au niveau juridique de ces Oui, alors absolument. Donc, il y a eu un changement quand même assez majeur sur tout ce qui concerne. Alors d'ailleurs, ça n'est pas uniquement que les cookies, c'est tous les mécanismes de traçabilité. Donc, ça marche aussi pour le serveur, serveur to serveur et le fingerprinting et tous les modes de tracking. Et juste avant de démarrer, c'est des choses qui vont être mises en place pour le 31 octobre 2021. Donc, ça vient quand même assez vite. Alors, qu'est-ce que a déclaré la CNIL et également le Conseil d'État derrière la CNIL, donc les autorités réglementaires? En fait, il y a véritablement deux aspects dans ce qui a été annoncé. Il y a un premier aspect qui est le besoin de consentement, et puis un deuxième aspect sur la récolte du consentement, et les deux aspects sont importants. Alors, le premier aspect, c'est que la CNIL a publié une directive qui est en fait assez, pour ne pas dire très restrictive, sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme cookie, pour en rester aux cookies, sans demander au préalable le consentement de l'internaute. Et en fait, par rapport à ce qu'on faisait précédemment, ça s'est quand même réduit assez comme peau de chagrin, c'est-à-dire que la CNIL dit qu'on ne peut mettre des cookies sans demander l'accord de l'internaute qu'à partir du moment où ce cookie, il est indispensable à la fourniture du service qui a été demandé par l'internaute. Donc, pour être très, très concret, la CNIL a décidé que, par exemple, si on voulait faire de l'A/B testing sur un site, donc la capacité à tester deux versions du site en parallèle, en temps réel, il fallait demander l'autorisation de l'internaute. Pour beaucoup de fonctions analytiques, pas toutes, mais pour beaucoup de fonctions analytiques, il fallait demander l'autorisation de l'internaute. Pour tout ce qui était publicitaire, il fallait demander l'autorisation de l'internaute. Et en fait, on se retrouve avec des fonctionnalités où on n'a pas besoin de demander l'autorisation d'internaute, qui sont en fait assez restreintes. Donc, il y a des choses comme l'équilibrage de charge, il y a des choses comme l'authentification, le choix de la langue sur un site, donc certaines fonctionnalités de personnalisation, et puis certaines fonctionnalités de mesure d'audience, mais c'est quand même très restreint. Donc, aujourd'hui, la doctrine, c'est vous voulez mettre un cookie pour à peu près tout, sauf ce qui est strictement indispensable techniquement, pour être simple, vous devez demander l'autorisation de l'internaute. Alors, ça nous amène au deuxième aspect de ce qu'a annoncé la CNIL, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passait? Vous arriviez sur un site, il y avait un bandeau qui vous disait en poursuivant votre navigation, vous êtes d'accord qu'on vous mette un cookie. Tous les internautes avaient envie de poursuivre sur le site, disaient OK ou ne disaient rien, poursuivaient leur navigation et donc de facto consentaient. Et maintenant, la CNIL a changé sa doctrine et elle dit si l'internaute n'a pas consenti activement en cliquant, il a dit non. Donc, l'internaute qui maintenant va voir le bandeau et va poursuivre sa navigation, il aura dit non, on ne pourra pas lui mettre de cookie. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, quand on parle cookie, c'est aussi bien cookie tiers que cookie first party. Là-dessus, les cookies sont tous traités de la même façon. Mais également, la CNIL a dit également que, pour simplifier, il fallait qu'il soit aussi facile d'accepter que de refuser. Et donc, il fallait une approbation qui soit active et non pas passive. Et ça, c'est un certain nombre d'implications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plupart des sites, on est quand même à des taux d'acceptation des cookies qui sont proches de 100%, parce que quelque part, aller refuser, c'est possible,
mais c'est pénible, ça prend du temps, il faut cliquer, aller voir, décocher des cases, et bon, les internautes n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Demain, en fait, on risque d'être dans un système où finalement refuser les cookies sera la solution la plus simple. Et comme on vit quand même dans un univers où les gens ne comprennent pas véritablement ce que sont les cookies, mais il y a une espèce de notion anxiogène que les internautes sont traqués et que votre vie privée est traquée, les internautes risquent par défaut de dire non, je ne veux pas être traqué, non, je ne veux pas de cookies. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique qui est comment on présente ce besoin de cookies et les cookies qu'on va mettre de façon détaillée à l'internaute pour essayer de maximiser le taux de consentement et d'acceptation par les internautes. Et donc là-dessus, il y a un véritable travail à faire pour tous les acteurs de l'e-commerce, notamment d'ici le 31 mars. Alors, Christophe David, comment réagissez-vous de votre côté à ces annonces de la CNIL et à cette reco qui a été publiée? Il faut s'adapter. Effectivement, Stanislas a mis en avant la deadline du 31 mars. Donc, il a fallu, c'est un projet, en tout cas, à l'échelle de WIC qu'on a pris assez tôt sur 2020 pour anticiper. On a un peu une obligation d'être toujours extrêmement rigoureux et carré sur ces sujets à la SNCF. Donc, on s'est très vite mis en recherche d'une solution tierce, d'une CMP, concrètement, qu'on a fini par, qui est en cours de déploiement au fur et à mesure de nos assets et des pays, donc qui n'est pas encore déployé. On a cette deadline du 31 mars. Je pense que le sujet, c'est vraiment d'essayer de bien travailler le parcours. Effectivement, Stanislas l'a dit, jusqu'à maintenant, on avait un bandeau qui disparaissait, et je pense qu'un des points majeurs de la CNIL, c'est d'obtenir un consentement explicite et plus implicite. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont pris ce sujet, et il y a plein de best practices sur le marché. Donc, je pense que c'est à la fois inquiétant de se dire qu'il y a une partie de l'audience pour laquelle on va plus pouvoir collecter de la donnée, mais de l'autre, peut-être une évolution réglementaire assez logique avec toutes les dérives qu'on a connues depuis ces années. Donc, je pense que si c'est bien fait, qu'on explique pourquoi il est nécessaire de continuer à collecter ces données aux clients, si tant est qu'ils comprennent, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut s'adapter, mais c'est une contrainte réglementaire avec laquelle on peut pas passer outre. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un retour rapide sur vos premières implémentations de CMP, le message de consentement, notamment effectivement, on a déployé la CMP uniquement, alors sur les applications, oui, et l'assistant SNCF là en fin d'année. On a pas mal travaillé les parcours. On l'a fait que sur les applications pour le moment, et sur les applications, globalement, ce que tout le monde fait, c'est de mettre une copie persistante. Là, vous avez une copie d'écran pour l'exemple de oui, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez la majorité des acteurs e-commerce et médias d'ailleurs. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est que sur ce format-là, les taux sont assez élevés. Hein. Nous, alors, ça évolue dans le temps, mais ça se stabilise là quasiment 4 internautes sur 5 pour lesquels on arrive à tenir un consentement. Donc c'est plutôt des chiffres qui se veulent assez rassurants. On est en train de travailler sur le déploiement web, parce qu'on a effectivement cette deadline du 31 mars, donc on a encore 2 mois, et on s'inspire un peu et on regarde justement sur les différents exemples qu'on peut voir sur les gros sites e-commerce, quelle est la meilleure façon d'aller implémenter cette popine pour, bien l'expliquer aux consommateurs pourquoi on le fait, et 2, essayer de maximiser le taux d'acceptation. Je rappelle que quand un internaute a refusé, il a refusé pour 13 mois. Donc, ça veut dire que pendant 13 mois, on ne peut plus le ressolliciter pour obtenir un consentement, ce qui est quand même assez compliqué derrière. Donc, on a vraiment tout intérêt quand on se lance sur ce sujet CMP, si j'ai un bon conseil à donner, c'est de bien travailler son parcours en amont, de bien réfléchir, parce que tout ce que vous allez lancer avec un consentement négatif, sans obtenir le consentement, sera un internaute perdu en termes de visibilité pour les 13 prochains mois. Alors, 13 mois, c'est la durée maximale, c'est-à-dire qu'on peut mettre moins. La durée maximale, c'est 13 mois pour la conservation du choix, que ce soit le refus ou l'acceptation. La durée minimale, c'est la durée de la session. Et entre les deux,
c'est ce que la CNIL appelle du au cas par cas, Ouais. comme beaucoup de points. C'est-à-dire que c'est chacun va se poser la question de donc chaque site va se poser la question de dans quel contexte, quelle est ses relations avec les visiteurs. Est-ce que c'est des visiteurs qui viennent plusieurs fois par jour, qui viennent tous les jours? Est-ce que c'est des visiteurs qui viennent une fois tous les 6 mois? De façon à savoir quelle est la durée de conservation à appliquer. Donc la bonne pratique selon la CNIL, c'est 6 mois. La durée maximale, c'est 13 mois. La durée minimale, c'est la durée de la session. Donc voilà, il y a un champ d'action entre les deux qui est assez large et sur lequel la CNIL n'a pas de réponse ferme. Tout à fait. Tout à fait. La CNIL dit qu'elle est de moins en moins prescriptive. Elle dit à chacun d'interpréter la loi en fonction de son contexte spécifique, mais elle ne veut pas s'engager en donnant des nombres fermes, enfin des durées fermes. Après, effectivement, je pense que les quelques exemples qu'on a en tête sur ou la ressollicitation à chaque session, ouais, c'est pas un impact à terme sur le taux de rebond. Quoi. Il faut faire attention. Ouais. C'est que ça va dire là-dessus. Il ne faut pas dégrader l'expérience client. Ouais. C'est pour ça que c'est un point important la réglementation pour répondre à la question d'Emmanuel tout à l'heure. Notre point de vue, comment on voit les choses, c'est que j'ai envie de voir le côté un peu positif de ce changement, c'est que alors ça n'empêche pas la possibilité de mesurer des choses, c'est-à-dire que ça empêche la possibilité de collecter des données sans le consentement de l'utilisateur et de faire du ciblage. Donc en effet, ça peut, si on regarde le côté le verre à moitié plein. Ça va permettre de faire déjà que l'utilisateur et la relation que vous avez avec un utilisateur, un client, il prend le contrôle de ces données. Ça va permettre éventuellement d'affaiblir les acteurs qui pouvaient vivre sur cette collecte un peu sauvage des données. Donc ça va permettre un peu d'assainir le marché publicitaire. Et de l'autre côté, ça n'empêche pas tout. C'est-à-dire que nous, de notre côté, les outils d'analyse d'audience permettent de continuer à mesurer des actions, sauf que c'est des mesures d'action qui vont être liées à une provenance, par exemple, et non pas liées à un internaute. Donc, dès qu'on anonymise la relation avec l'internaute, dès qu'on n'est pas dans des ID utilisateurs, on est vraiment dans des logiques de totalement anonymiser et qu'il n'y a pas de recoupement de données possible qui permet de faire le lien avec l'utilisateur final. Donc, Madame Michu, par exemple, là, on n'est pas hors la loi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans des logiques de totalement anonymisées et statistiques et pour le compte uniquement du site web. Donc ça, c'est les points qui sont importants à bien avoir en tête quand on met en place des outils d'analyse d'audience et ça permet quand même d'avoir des logiques de mesure sur les actions. Je vois effectivement qu'il y a une question autour de ça que je me permets de prendre parce qu'on a eu ces sujets aussi chez SNCF sur les outils d'analytics. Enfin, un peu pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la CNIL a blacklisté un certain nombre d'outils d'analytics en disant ceux-là ne peuvent pas être whitelistés dans le cadre du CMP. Je pense notamment à Google Analytics, où la frontière entre pure analytics et activation de la donnée est compliqué, mais des pures solutions d'analytics comme Larian, comme Wizally, comme Adobe Analytics aujourd'hui peuvent être exclus de cette demande de consentement. Alors moyennant certaines évolutions, je sais que chez Oui, on a des projets en cours d'évolution de nos plans de tagage pour vraiment siloter et s'assurer qu'on collecte la donnée pure et dure à des fins de lecture et pas d'activation. Donc on est en train de revoir un peu ça. Mais une fois qu'on a fait ces évolutions, on pourra continuer à collecter de la donnée dans nos outils d'analytics et d'attribution sans même obtenir un consentement CMP. Absolument. Enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, je crois que la façon dont une bonne partie des outils sont en train de s'adapter, enfin en tout cas c'est le cas chez nous, chez Wizally, c'est en fait une récolte de données qui va être à géométrie variable suivant qu'il y a consentement ou non consentement. Je crois que c'est le cas également d'outils tels AT Internet. Enfin, je les connais pas tous, je connais pas tous leur stratégie, mais une récolte de données à géométrie variable suivant qu'on a le consentement de l'internaute ou qu'on est dans ce qu'on appelle l'intérêt légitime, c'est-à-dire le non-consentement de l'internaute, et je pense que ça va être le mode de fonctionnement dominant. Donc, on n'est pas dans une approche noir et blanc, dans un cas on a tout, dans l'autre on n'a rien. En fait, c'est quelque chose qui va être à géométrie variable, donc on ne perd pas tout, mais c'est vrai qu'on perd quand même une partie de la richesse de l'information. Alors, oui, on perd. Après, je pense que ce qu'a dit David est important, c'est ce qui est clé, c'est de siloter en fait les finalités, puisque la CNIL raisonne beaucoup en finalité, siloter les différentes finalités du recueil de la donnée et d'isoler au maximum ce qui concerne la mesure de la performance pour que cette collecte-là soit le moins altérée possible d'un point de vue juridique.
le temps tourne. Je vous propose de passer à la dernière partie et de laisser la parole à David, qui va nous raconter, donner quelques exemples et best practices de ce qu'il a pu faire chez Oui dans ses expériences passées avec de la data et ce qu'on pourra toujours continuer à faire et à mesurer avec dans le nouveau monde post-CNIL et post-fin de carrière. Ouais, je voulais effectivement partager deux cas. On avait un cas sur la donnée CRM. Effectivement, la donnée CRM, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup chez Oui et que j'ai eu le plaisir de beaucoup travailler dans différentes expériences. C'est quelque chose qui est, pour moi, en fait, enfin, si je partage mon expérience, qui est né en fait un peu avec les custom audience de Facebook, qui a été un peu le premier acteur vraiment à proposer la possibilité de faire matcher sa base client avec la base utilisateur. Et c'est quelque chose qui existe depuis qui est utilisé par beaucoup d'annonceurs depuis maintenant 5 ou 6 ans. Chez Oui, on a assez souvent recours à ce type d'activation. On a par exemple récemment une activation sur les cartes avantages SNCF. Vous savez, par exemple les cartes 12-25, on a tous eu, on n'a plus l'âge malheureusement, mais on a tous eu des cartes 12-25 plus jeunes. Et donc régulièrement, on a des opérations commerciales visant à promouvoir ces cartes avec des prix qui sont plus ou moins discountés. Et donc typiquement dans ce cadre-là, on va aller chercher dans notre base client tous les clients qui ont entre 12 et 25 ans et qui n'ont pas de carte, et qu'on va chercher à les cibler sur Facebook via notre donnée CRM. Donc, on partage données qu'on partage via des connecteurs et des données qui sont hachées. Donc pas de données personnelles en clair qui est partagée évidemment. Mais ce type de campagne nous permet de partager de la donnée CRM avec Facebook et nous permet du coup d'avoir un ciblage très très fin et d'être sûr de toucher d'envoyer le bon message à la bonne personne et de dire un client Oui SNCF non porteur de la carte 12-25 mais qui est éligible de par son âge, de l'inciter à prendre la carte. Et c'est vrai qu'historiquement sur ce type de campagne, le fait de se concentrer, d'avoir du coup un message qui est très personnalisé et de se concentrer sur la bonne cible, nous permet d'avoir des très bons niveaux de performance. C'est toujours pareil en marketing, plus on cible et plus on personnalise le message, campagne est efficace. Quand on peut pas faire ça, voilà, si je devais faire cette même campagne sans data CRM, j'arroserais probablement très large. Il y aurait probablement 30 ou 40% de gâchis publicitaire dans mon budget média. Et donc, ça me permet de garantir un bon niveau de ROI sur ce type de campagne. L'autre exemple que je pouvais partager avec vous, sur le commerce physique, j'ai eu le plaisir de travailler avant de rejoindre Oui, c'est un acteur du retail, Fnac Darty, et c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé avec les équipes à l'époque sur ces sujets qui sont des sujets assez nouveaux. Pour le coup, autant ces sujets de données CRM sont des choses qui existent depuis assez longtemps, autant la mesure de l'impact du trafic web sur le business magasin sont des phénomènes assez nouveaux, mais assez passionnants. Je crois qu'il y a de nombreuses études qui montrent que je crois qu'une vente sur 2 en magasin dans le retail, elle démarre par une recherche sur Internet. Et donc, c'est un peu le Graal pour les retailers d'être en capacité de réconcilier un touchpoint digital avec une vente magasin. Google et Facebook ont aussi beaucoup œuvré là-dessus. Et c'est vrai que Google est particulièrement riche en matière de données, de par à la fois la donnée géologue qu'il a dans Android, de par tous les assets Google qu'on utilise au quotidien, que ce soit un Gmail, un Google Maps, ils sont nombreux, un YouTube. Donc, Google a un produit qui s'appelle Store Sales qui permet quand on lui partage des données de vente offline. Alors, le prérequis, c'est d'avoir des données authentifiées de vente magasin sur des volumes assez conséquents. Donc, en général, ça passe par un programme de feed assez conséquent, ce qui est le cas de la Fnac et ce qui est le cas aussi de Darty à travers notamment les garanties, c'est-à-dire que une bonne partie des produits que vous achetez chez Darty, on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse email parce qu'il y a une garantie du frigo, du lave-vaisselle ou de la télé. Et donc ces données, elles permettent d'être réconciliées avec Google et justement de comprendre si cette personne, elle a effectivement cliqué sur une pub Google Shopping à un instant T avant de finir dans le magasin Fnac ou Darty pour aller acheter l'iPhone ou la télé. Et ça permet du coup de modéliser
de calculer non plus un ROI uniquement online, mais de calculer un ROI online plus offline, donc un ROI omnicanal, et qui a beaucoup de valeur, parce que quand on mesure un ROI online only et qu'on est un retailer omnicanal, on sait qu'on a une bonne partie du ROI qui n'est pas calculé. Et ce type de produit permet d'avoir une vision tout globale. Alors, avec un biais qui est que Google est jugé parti, et on revient un peu à ce que disait tout à l'heure Stanislas sur les walled gardens, mais c'est un premier élément de mesure assez intéressant qui contribue, je pense, aussi à faire un peu évoluer les mentalités au sein des organisations, comprendre l'apport du digital sur le business physique. Alors, on a pas mal parlé de Google et de Facebook. Est-ce que tu as des exemples avec des acteurs français? On a travaillé avec Criteo sur ces sujets de store sales, de magasins. Il y a un prérequis en fait qui est obligatoire pour ça, c'est de collecter de la donnée géologue. On a beaucoup parlé là de collecte de data, on a assez peu parlé de l'opt-in géologue, mais pour moi, une des données du futur qui sera majeure. Et aujourd'hui, alors là encore, iOS a un peu mis un coup d'arrêt là-dessus parce qu'il a, en représentant régulièrement le message, est-ce que tu es sûr que tu veux partager ta donnée GPS avec le tiers? Il a un peu incité les gens à baisser. On l'a vécu, nous, sur la SNCF. On avait un opt-in géologue, et puis depuis qu'iOS a déployé cette évolution, voilà. Mais donc, c'est le prérequis. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est vrai qu'avec Criteo, on avait trouvé des solutions intéressantes. Avec Criteo, on avait aussi travaillé, il y a la question du ciblage, enfin de méthode de mesure. Stanislas parlait tout à l'heure du media mix modeling, qui est, je pense, probablement le modèle du futur, même si aujourd'hui, je pense que c'est encore assez tôt. Effectivement, on le voit, enfin, ce principe d'économétrie appliqué au digital en temps réel est pour moi le Graal du marketeur, et j'espère que dans les prochaines années, on arrivera à faire des modèles à chaud et plus à froid. Mais en attendant, des approches type conversion lift, et là encore, on a l'habitude de travailler comme ça avec des acteurs comme Criteo, qui permettent en fait d'isoler deux populations, de mesurer l'apport incrémental d'un user exposé à une campagne Criteo versus d'un user non exposé. Sont des façons assez intéressantes de mesurer la performance des campagnes dans un monde où on ne pourrait plus traquer correctement la performance. Et est-ce que tu es confiant dans le fait de pouvoir continuer à monter ce type d'OP dans le futur, malgré les limites dont on a parlé précédemment? Je suis assez confiant. Je pense qu'avec, déjà, on peut nous faire un split de cookies à travers le cookie first qu'on collecte. On peut très bien dire l'internaute est exposé et transmettre ces données au tiers sans laisser le tiers le faire. Donc, le cookie first permet quand même de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. C'est quand même un message positif pour la suite, c'est que si on a si on a appliqué les bons basiques de délégation de nom de domaine, d'intégration serveur to serveur et de gestion du cookie first, alors ce sont des sujets un peu techniques et qui nécessitent peut-être un peu d'accompagnement d'agences expertes sur le sujet. Mais si on a bien travaillé ça, on arrive quand même à encore lire et voir beaucoup de choses et à faire beaucoup d'activations. Merci David pour avoir partagé ton expérience. Alors, on arrive à la fin, on a même allègrement dépassé le timing. En conclusion, moi, je vais donner la parole à Christophe, qui est quand même celui qu'on a le moins entendu, même s'il y a toujours pas mal de choses intéressantes à dire. Pour toi, en synthèse, quel conseil tu donnerais aux marketeurs pour 2021 en prenant en compte je vais essayer de faire une synthèse et en même temps répondre à 2-3 questions qui étaient dans le chat et tout ça dans la même phrase. En gros, c'est la logique du cookie tiers s'arrête. Il faut passer en cookie first. Il y avait une des questions qui était de dire comment va réagir l'affiliation, le secteur de l'affiliation dans un monde sans cookie tiers. C'est passer en cookie first et l'affiliation permet totalement de basculer en cookie first. Là-dessus, je vous ramène à regarder soit le livre blanc du CPA ou soit les livres blancs qui peuvent exister. Par exemple, Affinity en a publié un l'année dernière sur l'explication de
comment basculer du cookie tiers au cookie first sur le tracking d'affiliation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est David en parlait très rapidement avec le serveur-to-serveur. Le serveur-to-serveur est aussi un moyen de complètement enlever les contraintes techniques amenées par les navigateurs. Donc, c'est mettre en place, ça c'est vraiment l'étape qui va être, je pense, cruciale en 2021 et 2022 pour beaucoup d'annonceurs. Ça va être de faire de la mesure de la performance en mode serveur-to-serveur, même si ça n'enlève pas le poids du consentement, du besoin du consentement de l'internaute. Techniquement, ça enlève pas mal de contraintes. Donc, c'est le passage en serveur-to-serveur permettra d'assurer une meilleure mesure pour la suite. Il y avait une question, pareil, dans les technologies, les techniques de tracking, il y avait une question qui était posée sur le fingerprinting. Le fingerprinting qui était un peu un palliatif qui existait entre le cookie tiers, cookie first, qui était un moyen de compléter les blocages navigateurs. Le fingerprinting est quelque chose qui va amener à disparaître. Alors déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qui est lié au consentement. Ça, la CNIL a clairement bien insisté sur le point, comme le disait Stanislas. Et l'autre point, c'est que les navigateurs, et Google a encore annoncé hier soir les modifications à venir, c'est qu'ils allaient empêcher l'accès aux adresses IP, ils allaient empêcher l'accès à certains éléments qui aujourd'hui permettent de faire du fingerprinting. Donc, si on regarde les technologies de mesure de la performance qui peuvent exister, les plus pérennes sont vraiment le passage au cookie first et ça ne disparaîtra pas, et le serveur-to-serveur pour pouvoir envoyer des informations qui feront que les acteurs qui font la mesure de la performance ne seront pas en lien direct avec l'internaute, mais seront envoyés par le biais des serveurs. Donc, ça permet de mesurer correctement et de s'enlever les contraintes techniques qui peuvent exister. Stanislas, David, est-ce que vous avez un dernier point à ajouter? J'ajouterais que moi, quand je regarde un petit peu les questions qui sont posées dans le chat, il y a un certain nombre de gens qui ont l'impression que la fin du cookie tiers ou un certain nombre de réglementations CNIL, c'est entre guillemets la fin du monde. Je pense qu'on peut avoir le monde en noir et blanc. Alors c'est vrai que ça va induire des complications et des restrictions sur la collecte de l'information. Bon, on peut juger que c'est bien ou que c'est pas bien, suivant que on pense que cette collecte d'informations, elle est efficiente et légitime ou pas. Peu importe, c'est la réglementation. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ça va être plus compliqué de récolter de l'information, ça va être plus compliqué de tracking, ça va être plus parcellaire, mais qu'il existe des solutions et que le e-commerce ne va pas s'arrêter et va continuer à fonctionner avec effectivement plus de complexité, plus de restrictions, mais que le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et donc, c'est pas la fin du monde et qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées, même si elles ne fourniront pas forcément l'intégralité des données auxquelles on pouvait avoir accès précédemment. Ouais, je suis assez d'accord avec Stanislas. En fait, c'est quelque chose. Enfin, je garder un message positif sur ces sujets, parce que même s'il y a de la complexité technique et même si le cadre réglementaire évolue, je pense qu'il faut. L'important, c'est déjà de se tenir, bien travailler, de se tenir informé en fait des réglementations, parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Voilà, et si on ne sait pas, d'être bien accompagné. Voilà, c'est une juste évolution du marché qui se structure. Il y a encore 15 ans, l'attribution et ces sujets c'était des choses qui étaient encore très embryonnaires. On a fait une campagne pendant longtemps sans rien traquer et ça n'empêchait pas de faire du commerce et du marketing digital. Ouais, c'est une évolution normale de notre marché, je pense. Merci à tous. Alors, je pense qu'on a répondu à la majeure partie des questions et je vois pas de nouvelles questions arriver. Si, alors une question qui vient d'arriver pour Stanislas, mais je pense que c'était aussi le point de David. Stanislas parlait d'IA. Quels insights l'IA permettrait d'apporter en plus de ce qu'on peut avoir aujourd'hui ou à la place? Et même question également pour David, parce que tu parlais tout à l'heure de MMM. Oui, absolument. Alors, pour prendre cette question, puisque je dirais, nous on le pratique chez Wizali. L'IA, ça couvre plein de choses différentes, mais en ce qui concerne, je dirais, nos métiers à nous, qui sont des métiers de marketing, l'IA, c'est essentiellement, à la fin des temps, c'est des techniques de corrélation statistique, notamment par des réseaux de neurones.
Donc fondamentalement, ça va exactement dans le sens de ce que disait David, c'est que moins on pourra cibler les gens de façon personnalisée, c'est-à-dire avec un tracking individuel, plus on sera obligé d'analyser la performance par des techniques statistiques autour de groupes de gens. Et c'est dans ce domaine-là que je crois l'IA a un vrai avenir, dans la mesure où l'IA, fondamentalement, qu'est-ce qu'il fait? Il corrèle des choses que les humains ne voient pas de façon très, très évidente pour donner effectivement des corrélations statistiques qui sont des insights importants en termes de ce qui se passe en utilisant les données et des phénomènes de corrélation statistique qu'on aura encore le droit de récolter à l'avenir. David? Ouais, en fait, c'est ni plus ni moins. Enfin, si on revient effectivement à ce que disait Emmanuel sur le MMM ou l'économétrie, c'est aujourd'hui la seule façon c'est une des solutions les plus fiables, je pense, pour mesurer le offline. Et c'est marrant, en fait, je trouve, de voir qu'en fait le online va aller sur ces éléments-là. Bon, effectivement, je pense que c'est logique de contribution à des moments d'exposition et en fonction de l'intensité de son investissement média sont des choses qui sont des mesures, des unités de mesure qui ont beaucoup de valeur dans le futur. Encore une fois, ces modèles ont plutôt été construits sur des données froides. Moi, le peu d'expérience que j'ai sur l'économétrie, ça a toujours été sur des temps assez longs. Et en fait, on n'est pas capable de savoir la semaine dernière, de modéliser en temps réel et peut-être via l'IA la contribution de mes investissements de la semaine dernière sur le business de Oui. Mais je suis convaincu que dans le futur, on devrait y arriver. Et c'est pour moi, je pense, la prochaine révolution majeure qu'on pourrait avoir dans l'attribution. Et ce qui permettrait en plus, du coup, de faire rentrer le offline et le online dans un seul et même modèle. Et peut-être, du coup, d'avoir vraiment une capacité d'aller mesurer la contribution de ces investissements plurimédias sur des temps chauds. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Ouais. Absolument. Il y a une dernière question qui est, je pense, c'était plutôt pour Christophe, sur le serveur-serveur nécessite souvent une clé de réconciliation qui peut être a priori être soumise à consentement. Du coup, que peut-il apporter de plus que le tracking habituel? C'est un grand fan du serveur-serveur. Alors déjà, forcément, il n'y a pas les clés de matching et de réconciliation ne sont pas forcément des ID utilisateurs. Il peut y avoir des ID de provenance, donc ce qui permet du coup d'avoir une donnée qui n'est pas du tout liée à l'utilisateur. Donc en gros, un internaute vient d'un site A. Si je prends le cas classique de l'affiliation, un internaute provient du site A. L'ID qu'on va conserver n'est pas un ID qui est lié à l'internaute, mais lié à la provenance. Donc déjà, c'est pas du tout une donnée qui va être personnelle. Donc ça, c'est par rapport aux réconciliations qui peuvent se faire. Et l'autre point, c'est par rapport à ce que ça amène aux cookies, par rapport aux cookies classiques et aux cookies, même aux cookies first. C'est qu'il peut y avoir aussi des blocages de cookies first. On peut avoir des utilisations d'adblockers, on peut avoir des utilisations de systèmes qui pourraient bloquer des cookies quoi qu'il. On peut avoir des blocages de scripts. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pas du tout être dépendant du navigateur, de l'exposition à l'internaute et d'être vraiment dépendant sur du back-office. Donc là, quelle que soit la technologie, quel que soit le navigateur, quelle que soit l'application mobile qui va être utilisée, l'internaute ne peut pas, et la technologie de navigation ne pourra pas bloquer ce passage de données. Ça se fait vraiment en mode back-office, en mode serveur. Donc voilà ce que ça peut amener de complémentaire. Et par rapport au point que soulevait David sur la réconciliation des données avec le offline, le passage en mode serveur to serveur vous permet du coup de vous mettre dans une situation de pouvoir aussi faire du rapprochement de données offline. Et donc en gros, c'est le serveur to serveur vous enlève des contraintes de navigateur, des contraintes techniques, et vous met dans un contexte de pouvoir analyser des données beaucoup plus loin avec des rapprochements de données sur soit ce qui se passe en magasin, soit ce qui se passe par des cartes de feed. Enfin voilà, il y a d'autres réconciliations qui pourront se mettre en œuvre grâce à cette mise en application. Merci Christophe. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. On va quasiment arriver à 1 heure de webinaire et on a bien explosé le timing qui nous avait été donné par l'équipe du CPA. Mais bon, au vu des derniers messages du chat, visiblement, il semblerait que je vois webinaire merci Raphaël. De haut niveau. Merci à Lucas. Bon, voilà, ça fait plaisir. Si vous avez... Merci Raphaël.
Je pense que vu les questions, je pense qu'effectivement, on a eu des échanges qui étaient intéressants. Donc, merci à tous les trois. Merci, on était un peu plus de 80, vous étiez un peu plus de 80 à nous suivre. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi le webinaire jusqu'à maintenant, parce que vous êtes encore assez nombreux. Après, vous pouvez tous nous retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger avec plaisir. Et puis, surtout, vous allez pouvoir, vous verrez de la communication pour le livre blanc Cookieless sorti par le CPA. Donc, vous avez, sur le sujet dont vous avez entendu parler dans les 3 webinaires de ce matin. Voilà, donc merci à tous pour votre présence et avoir assisté à cette session. Puis merci à Christophe, Stanislas, et merci beaucoup à David pour son témoignage. Merci Manuel, merci. Voilà, à très bientôt. Au revoir.